Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va aller surfer avec Amandine Herbetta. Bonjour Amandine. Bonjour. Co-gérante de La Vague, un complexe de surf indoor qui s'est ouvert juste avant la crise Covid et que vous relancez, on va dire, cette année à Échirolles. Avec nous également deux fans d'harmonica, un est professionnel, l'autre est amateur, mais tous les deux jouent de cet instrument. Guy Dallène, bonjour. Bonjour. C'est vous l'amateur et à côté Barefoot Tiano. Bonjour. Je suis amateur mais je suis payé pour. Voilà. Mais bonjour Luc. Bon, on a très souvent l'occasion de vous accueillir sur ce plateau pour vos aventures musicales. Aujourd'hui, on va parler d'une sorte de championnat de France d'harmonica qui fait étape cette année en Isère du côté de Charavine. Avec nous également, non pas un artiste, mais un sportif, Aurélien Fontenoy. Bonjour Aurélien. Bonjour. Ancien champion du monde de vélo trial qui consacre maintenant depuis quelques années son talent pour des spectacles et des vidéos. On peut même te présenter comme un YouTuber, en plus de ton passé de sportif de haut niveau. Pour présenter la discipline à nos amis harmonicistes qui ne connaissent peut-être pas ce que c'est que le vélo trial, comment toi tu définis ce sport ? Alors c'est un vélo très particulier, c'est un vélo qui n'a pas de selle. Le but c'est de franchir des obstacles, monter sur des obstacles avec son vélo. Voilà. Ok, c'est marrant parce que moi quand j'ai entendu le mot trialiste, je pensais que c'était un recyclage. De déchets. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, Donc, pardon. C'est l'art de l'équilibre sur deux roues. Hein, voilà, c'est ça, discipline. c'est de la, voilà, on voit, c'est la maîtrise de son vélo, c'est franchir des obstacles. Voilà, on n'a pas l'habitude de voir ça, mais c'est un vélo qui est très particulier. Le but c'est de franchir des obstacles sans jamais tomber de son vélo, poser le pied au sol. C'est beaucoup de maîtrise, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'explosivité. Voilà. On a remarqué, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il n'y a pas de selle sur les vélos de trialistes. Ça ne sert à rien, on est toujours en tension sur ses jambes. C'est un sport de précision qui peut se pratiquer sur beaucoup de terrains, même sur des terrains très inattendus pour ce type de vélo. C'était un peu ta marque de fabrique après ta carrière, d'aller tester, on le voit là, sur ces images, des endroits assez insolites pour faire du vélo. Oui, après c'est vrai qu'on cherche toujours plus original comme terrain d'entraînement ou comme voilà, des terrains. Alors c'est de l'enduro, moi j'aime bien toutes sortes de vélos. Donc là c'était dans le Verdon. Voilà, j'aime bien prendre des risques de manière consciente, mais voilà, ça fait aussi partie du sport extrême ou sauter d'un pont, le plus haut pont d'Europe. Tiens, c'est pas mal aussi. Bon là il y a un élastique quand même. Il y a un élastique quand même. Ouais. On le voit pas forcément bien sur la le vélo est attaché. Embarqué, mais les deux, le pilote et le vélo étaient attachés à l'élastique et vaut mieux, mais j'imagine que ça doit faire quand même des bonnes sensations. Ouais, c'est des sensations sympas, ouais. Bon, c'est un extrait d'une vidéo best-of qui rassemble comme ça quelques-uns des défis que tu as pu mener, notamment pour ta chaîne YouTube. Il y a plus de 800 000 abonnés, fans de la chaîne d'Aurélien Fontenoy. C'est une belle réussite. Oui, il y a eu un bon engouement. Ça a permis de démocratiser aussi le vélo trial et le vélo d'une manière générale, puisque la compétition, ça ne nous permet pas d'en vivre. Et puis, c'est un sport qui est méconnu. Donc, c'était une bonne option pour le faire connaître. Tu évoques la prise de risque. Tu as une attirance un peu particulière pour les ponts. Et notamment les ponts près de chez nous. Celui-là, je ne sais pas si vous connaissez ce pont. Il n'est pas très loin des studios de Télé Grenoble. Ouais, c'était d'ailleurs tout à l'heure, juste avant de venir. C'était plus rapide. Voilà, ils se sont trompés. On voit la signalétique du vélo en bas. Mais bon, moi, c'était plus simple ici, apparemment. Quand il y a des bouchons en bas, alors c'est le pont des Sablons qui fait le lien entre la Tronche et Grenoble, le quartier de l'Île Verte. Ouais, là où il y a le funéraire. Voilà, juste. Voilà, je me suis dit au moins si je tombe, c'est rapide. Bon, habituellement, les vélos, ils ont le droit de passer en bas, sur le trottoir, comme tout le monde. Voilà, et d'ailleurs, je déconseille de reproduire ce que je viens de faire. Il y a eu des années d'entraînement, des repérages, ça n'a pas été fait n'importe comment. Et
il y a un pont qui fait parler de lui dans l'actualité ces dernières semaines, c'est le pont de Brignoux, qui a été incendié et qui est aujourd'hui interdit aux voitures et aux vélos. C'est un pont qui va vous rappeler aussi quelques souvenirs. Et ouais, quelques souvenirs. Je repasse devant là en ce moment et bon, je me dis que je ne sais pas si j'ai bien fait de le faire, mais en tout cas, c'était un des derniers moments pour le faire comme ça. Effectivement, il a pris feu. Donc là, c'était encore un peu plus extrême parce que là, il n'y avait pas possibilité de pédaler. Il fallait monter sur une barrière avant, grimper en sautant comme ça, les freins bloqués. Et puis là, j'ai trouvé une autre petite option plutôt que de rouler dessus. On va voir, je pense. Ah, je suis allé au bout parce que cette vidéo, je l'ai trouvée impressionnante. Le pont des Sablons, c'est déjà engagé, mais c'est assez large. Là, il y a pratiquement que la place pour une roue de vélo, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas aller là. Hop. Et il est plus étroit, il est plus raide. Là, en plus, je me suis dit, allez, pourquoi pas traverser au-dessus des voitures. Et je vous garantis, ça fait des sensations. Ah ben la circulation n'est pas coupée, ça veut dire que vous l'aviez fait en douce, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Sans autorisation particulière, non, sans prévenir. Ah oui, d'accord. Et les voitures, vous pensez que les chauffeurs avaient la sensation qu'il y avait quelqu'un au-dessus de leur tête quand ils passaient? Alors je pense que personne s'attendait à avoir un vélo là-haut. Et puis on voit là, les premières voitures commencent à s'arrêter et il y a eu quelques cris, « Ouais, t'es malade » ou « Félicitations ». Bon, il y a eu un peu des deux. Je pense que les gens à gauche s'étaient même arrêtés en me voyant quand j'ai débuté pour prendre des vidéos. C'était sympa. Voilà. On a entendu les freins qui crissaient parce que la descente est raide. Ah oui, c'est raide quand même, ouais. On se fait peur sur un défi comme celui-là parce qu'une fois qu'on est engagé, forcément, il faut bien ressortir. Non, faut pas y penser, faut pas penser au risque. Moi, je sais que je suis capable, j'ai fait des choses beaucoup plus étroite, beaucoup plus raide, beaucoup plus dangereuse. Après, c'est la hauteur qui fait peur. C'est plutôt la partie mentale que technique qui est dure dans cet exercice. Mais on ne le fait pas si on ne le sent pas, quoi. Donc, je dirais pas qu'il y a zéro risque. Hein. Problème de vélo, problème du pont, voilà. Mais faut pas y penser, faut y aller, quoi. C'est ça les sensations. Il y a déjà eu des grosses gamelles, vous avez frôlé à la correctionnelle, comment on dit Non, ça fait plus de 20 ans que je fais du vélo trial et honnêtement, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Une blessure en Coupe du Monde où je me suis cassé un petit os de la main, mais jusque-là, pas de bobo. Donc, et il y en a des défis et des vidéos sur la chaîne d'Aurélien Fontenoy. Il y a certaines qui font plus de 4 à 5 millions de vues. Donc il y a toute une communauté qui suit comme ça vos défis. Il faut arriver à se renouveler, mais vous avez toujours des bonnes idées pour faire ça. Alors, aujourd'hui, Aurélien est venu avec son maillot, non pas de compétiteur ni de youtubeur, mais avec son maillot d'organisateur d'événements, puisque on va parler d'un événement nouveau à Grenoble qui va avoir lieu le dimanche 22 mai sur les contreforts de la Bastille, une DH. Ça c'est le nom pour les spécialistes. C'est quoi une DH ? Alors, c'est le diminutif de downhill. Ça veut dire, en fait, cette fois-ci, ça va être du vélo de descente. Donc, quelque chose d'inédit, je pense, à Grenoble. C'était descendre les escaliers très connus de la Bastille, mais cette fois-ci le plus vite possible. Donc, on va organiser tout un parcours dans ces escaliers qui partent du musée dauphinois jusqu'à la Fontaine du Lion, sur les quais. Et donc, on va aménager plein de modules, des sauts, des wall rides, ce qu'on appelle des grands virages relevés. Et j'ai invité une vingtaine de pilotes internationaux pour relever ce défi. Alors, le parcours, vous l'avez dans la tête, il n'est pas encore aménagé comme il le sera le jour de la descente, mais vous l'avez déjà, vous testez à votre façon avec le vélo. On voit, c'est des marches que beaucoup de Grenoblois connaissent. Hein. Normalement, c'est ces marches-là qui permettent d'accéder au musée dauphinois et la cité du Rabot juste au-dessus. Voilà, je pense qu'on y a tous laissé une petite goutte de sueur pour les monter. Donc, ça montre que c'est aussi assez raide en descente, que c'est impressionnant. Et là, dans ce parcours-là, ça va aller très vite. Il y aura plein d'obstacles qui vont être aménagés avec des sauts très impressionnants, des figures. Voilà, on attend pas mal de monde. Ça va être vraiment un bel événement. Et c'est vrai que cette nouvelle casquette d'organisateur, c'est un nouveau défi pour moi parce que c'est quand même... Voilà, on veut montrer que Grenoble, c'est une ville qui est très active dans le vélo. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur de ça. On a vu la Fontaine du Lion là, sur les quais Saint-Laurent. Ce sera l'aire d'arrivée de cette descente assez inédite. Ouais, ça va arriver là. Et puis, normalement, il y aura un très joli saut devant le lion. Peut-être qu'on se mettra la tête en bas devant le lion. Donc, ça va être sympa. Vous avez en tête les modules, j'imagine qu'il va y avoir un peu de boulot d'aménagement pour relever les virages, faire des sauts, des bosses. Ouais. Là, ça va être une semaine de musculation, à porter du bois, à scier, couper. Ça va être du gros boulot. On a le parcours en tête. Voilà, je dis pas tout, mais il y aura des belles surprises. On a vu que c'était un peu étroit quand même dans les escaliers. Il y aura la place pour le public. Comment vous allez gérer ça aussi ?
Ouais, donc on invite surtout les gens à monter dans le jardin du musée dauphinois. C'est là où on va vraiment mettre les exposants. Justement, je ferai une petite démonstration de VTT trial. Il y aura de la musique, une buvette, des initiations draisiennes, des sorties vélo électriques. Il y aura plein de choses. Donc ça va vraiment se passer ici le spectacle. Et puis après, dans les escaliers, on aménagera des petites zones pour le public. Et puis bien sûr, à l'arrivée, sur les quais Saint-Laurent, bah là, on va dédier un espace justement pour le public. Donc, mais ça reste assez étroit, c'est vrai. Dimanche 22 mai, donc une première pour ceux qui aiment les sports spectaculaires et le VTT notamment, avec donc des pilotes de haut niveau. C'est pas ouvert au grand public, une descente comme celle-là? Non, là le niveau il est vraiment trop élevé, c'est un niveau international, donc c'est les meilleurs mondiaux en VTT de descente, en VTT freestyle, donc ceux qui font des figures, en enduro, enfin vraiment voilà, c'est chaque discipline, il y aura les meilleurs pilotes, ça vient d'Espagne, d'Angleterre, un peu de toutes les nations, donc non, il y aura un gros niveau et plein de rides différents, de styles différents. Non, on retransmettra nous cette course après coup sur Telegram, mais on pourra la suivre en direct aussi. Forcément, en tant que youtubeur, vous serez présent sur les réseaux sociaux pendant l'événement. Oui, bah moi là, justement la visibilité, les réseaux sociaux, tout ça, c'est mon domaine. Donc on a mis une grosse production là-dessus. Il y aura 5, 6, 7 caméras qui vont suivre tout le parcours. Un drone FPV, c'est des petits drones qui vont super vite, qui vont nous suivre. Donc tout ça, ça sera en live, surtout la finale. Donc ça sera 2 runs de 15h30 à 17h à peu près sur ma chaîne YouTube et mon Facebook. Très bien, dimanche 22 mai, donc une nouvelle édition. Ça a vocation à se pérenniser cet événement Bah, j'espère. Et puis, pourquoi pas. Alors, la Bastille, c'est un site qui est assez protégé pour le VTT, qui est normalement interdit. Mais pourquoi pas, j'espérerais partir du haut de la Bastille, pour avoir une super belle descente complète. Ouais, là, ça ferait quelques minutes de descente. Ouais, là, ça serait une belle descente, là. Ouais. On va y arriver. On espère que la première va justement inciter tout le monde à aider Aurélien sur cet événement et qu'il puisse s'inscrire dans le paysage de Grenoble. Alors, Aurélien, il est super fort en descente, on l'a vu, mais il est aussi assez fort en montée. L'an dernier, il avait réussi à gravir une des tours de la Défense avec son vélo. Là, voilà cette tour Trinity, je crois qu'il fait plus de 140 mètres de haut. C'était un défi presque plus sportif que technique, cette ascension. Ouais, bah, c'était un vrai défi. Alors pour le coup, qui a été fait en lien avec une association qui s'appelle Rêve. Je suis le parrain de cette association qui aide les enfants malades. Et là, c'était un vrai défi sportif, puisque techniquement, monter des escaliers, pour moi, c'est, je dirais pas simple, mais c'est le quotidien. Voilà. c'est une facilité. Après, c'est la longueur. Là, c'était presque 30 minutes, je crois, d'ascension. Et puis, j'ai pas utilisé mon trial qui fait 8 kg. Là, c'est un VTT plus ou moins ordinaire qui fait 14 kg. Donc, beaucoup plus compliqué. Et puis, justement, bah, c'est un très beau lien puisque, justement, mon événement sera aussi en lien avec l'association Rêve. Et Noah, l'enfant que j'ai soutenu, là, qui sortait justement d'hôpital, va faire la course. Je l'ai invité à faire la course, donc il va l'essayer. On aménagera un petit peu pour lui, mais il sera là, il sera présent. Donc, ça me fait vraiment plaisir de le revoir. Il y avait 760 marches, je les ai comptées. Ah ouais, ok. Moi, je comptais plus à la fin. Il y a une tour qui a encore un peu plus de marches que celle-là, c'est la Tour Eiffel. Je crois que c'est un objectif depuis quelques années. Ouais, bah, on est en contact avec la Tour Eiffel et même encore plus grand, la Burj Khalifa. On a des contacts. Voilà, c'est des projets qui sont très longs à monter, des autorisations qui sont très compliquées. Voilà, si la Tour Eiffel ou la Burj Khalifa me voient sur Télé Grenoble, je suis prêt. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais parfois le maire de Grenoble écoute Télé Grenoble. Et à Grenoble, il y a une tour, la tour Perret, qui est en pleine restauration pour ouvrir au grand public en 2025. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé repérer. Il y a un escalier à l'intérieur. Il y a des marches qui mènent jusqu'en haut. Eh bien, allez, parfait pour la réouverture. Voilà, ça peut être une idée. Je le lance l'idée à Eric Piolle qui nous regarde tous les jours. En 2025, Aurélien Fontenoy, il est prêt à inaugurer cette tour avec son vélo trial. Est-ce que vous pratiquez le surf, Aurélien ? Non, mais j'aimerais bien justement. Ouais. J'avais proposé de faire du surf à vélo, mais c'était une idée. Et ben voilà, on va découvrir qu'on peut pratiquer le surf aquatique ici, chez nous, au milieu des montagnes. Avec Amandine Herbetta qui a eu la bonne idée il y a 3 ans de lancer un concept de salle indoor pour pratiquer le surf. Je dis bonne idée parce que c'était quelques mois avant la crise sanitaire qui a obligé tous les équipements, notamment de loisirs indoor, à fermer pendant de longs mois. Bon, c'était pas prévu évidemment. J'imagine que ça n'a pas été simple quand on lance comme ça une activité de se retrouver confronté si vite à une crise comme celle-là.
Oui, 6 mois après l'ouverture, c'est sûr que personne ne s'attendait à ça, mais nous non plus. Ça a été assez compliqué. Premier fermé, dernier à réouvrir. Sur les 2 confinements, on a été fermé 11 mois au total. Ça a permis d'essayer de créer des projets, de rebondir différemment à chaque ouverture. Et les gens étaient à chaque fois contents de nous revoir. On a réouvert sur 2 saisons à l'été, en juin. Et à chaque fois, on a eu un super retour des clients. Donc, ça nous a encouragés à tenir. Alors, cette salle, comment on peut la présenter pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la vague et ne voient pas trop ce que c'est du surf en salle? La vague, c'est vrai que c'est un lieu assez unique en Isère. C'est une vague artificielle en intérieur. On est la seule du département. C'est un endroit où on vient s'amuser sur l'eau, en bodyboard et sur du flowboard. C'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas de niveau de glisse requis. Il n'y a pas besoin de savoir nager parce qu'il n'y a pas de profondeur d'eau. C'est accessible aux enfants. On a une nouvelle activité qu'on appelle le super slide, où on se sert de la vague comme d'un toboggan géant. Les enfants se jettent avec des bouées dans l'eau, à plat ventre, sur le dos, à l'envers, avec les parents, tout seul, en famille. C'est le super slide, donc c'est vraiment du ludique. Pour le bodyboard et le flowboard, on a un instructeur qui encadre les sessions, qui permet à tout le monde de s'amuser dès le départ. Et pour ceux qui vraiment ne veulent pas se mettre en maillot de bain, on a la partie bar-restaurant avec vue sur la vague. Donc c'est super sympa à regarder. Alors on peut aussi venir boire une bière, comme on le voit sur ces images, à la santé des surfeurs. Techniquement, comment elle fonctionne, cette vague? On a 2 pompes immergées dans un bassin. L'eau est en circuit fermé. On allume la vague, les pompes aspirent l'eau et la rejettent sur un liner en forme de pente. On a une lame d'à peu près 5 cm d'eau qui défile sous les planches. Et ça suffit, 5 cm d'eau, pour pouvoir glisser comme ça avec une... Exactement, ça suffit, ça fait comme un tapis roulant sous nos planches. Ça permet pour ceux qui ont peur de l'eau, qui ne savent pas nager, de quand même venir s'amuser chez nous. Ça rassure les parents pour les enfants et c'est largement suffisant. C'est plus compliqué de faire du surf sur une vague comme ça artificielle ou dans la mer pour ceux qui ont l'habitude d'en faire sur terrain naturel? C'est plus facile chez nous. C'est plus facile parce qu'on démarre déjà debout. On n'a pas besoin de savoir prendre la vague au bon moment. On n'a pas besoin de savoir maîtriser le take-off. C'est une planche où on trouve assez vite l'équilibre. On a en plus l'instructeur qui nous tient les mains, qui nous repositionne sur la planche, qui nous donne tous les conseils. Donc la première fois où on vient faire de la vague, on tient debout. On fera peut-être pas du droit-gauche tout de suite si on n'a jamais fait de glisse de sa vie, mais en tout cas, on tient debout. Puis on peut aussi éventuellement pratiquer en forme bodyboard, c'est ça, exactement. Allongé, qui est plus accessible si on a un sens de l'équilibre un petit peu précaire. Alors, je ne parle pas pour Aurélien, lui, il est capable de franchir des ponts aussi larges que sa roue de vélo, mais tout le monde, on va dire, peut tenter cette expérience? Tout le monde. C'est des sensations garanties dès les premières minutes. Et les gens sont épatés de ce qu'ils arrivent à faire sur notre vague la première fois qu'ils viennent chez nous. On a beaucoup d'a priori et de freins sur notre activité parce qu'on se dit que c'est sportif, que si on n'a jamais fait de surf de sa vie, on ne va pas y arriver. Bien au contraire, le bodyboard, la première fois où on vient, les gens s'amusent à faire des figures. Quand on leur dit le mot figure à l'accueil, ils nous disent non, je vais déjà essayer de ne pas tomber. Mais si, en un quart d'heure de bodyboard, ils nous lancent la planche devant, ils font des vrilles. Et quand ils sortent de la session, vraiment, ils sont épatés de ce qu'ils ont réussi à faire. Le surf, c'est pratiquement le sport numéro 1 en Australie. Alors, on a un grenoblois australien grenoblois. Je ne sais pas comment Yano veut présenter les choses. Vous avez déjà testé, alors, pas la vague de Grenoble, ça je sais, mais le surf en tant que tel? Moi j'ai fini mon temps en Australie, si je peux le dire comme ça, en surf sans planche. Mais j'ai grandi sur une plage et j'ai fait du surf à partir de jeune âge. Et puis à un moment donné, j'ai laissé la planche à côté et je faisais surf sans planche. Parce que, uniquement sur les pieds? Non, mon corps faisait mon planche. Donc, parce que j'avais plus le temps. J'étais trop de choses à faire. Donc, je nageais. Donc, c'était l'exercice. C'était mon exercice là-bas. Et donc, ce que je remarque là, c'est que quand on tombe, on est dans 5 cm. Donc, on ne peut pas aller vers le bas parce qu'on est déjà au bas. On est déjà au bas. Alors, c'est de la mousse dessous, hein, c'est pas du béton. Oui. Et puis, nous, on apprend à tomber. Justement, notre rôle, c'est la sécurité. Enfin, si les gens se blessent à chaque fois qu'ils viennent chez nous, ça va être compliqué. Oui. Mais non, on apprend vraiment à tomber, c'est sécurisé. Ouais, vous encadrez, vous donnez des conseils, des cours à l'ensemble des pratiquants. La première session, on est là avec des explications, on mise tout sur la sécurité. Une fois que les gens, ils n'ont plus peur de tomber parce qu'ils savent le faire et qu'ils remarquent qu'ils ne se font pas mal,
c'est là où on prend doublement du plaisir sur les planches. C'est une planche particulière chez vous? On peut venir avec sa planche de surf pour ceux qui ont l'habitude d'en avoir Non, alors comme on n'a pas de profondeur d'eau, il faut surtout pas d'aileron au risque d'abîmer notre liner. Mais c'est une planche vraiment à part. Le flowboard, en fait, c'est un sport qui n'est pas reconnu en France. On n'a pas de fédération de flowboard. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé aux États-Unis et à l'étranger. En France, c'est vraiment très nouveau. C'est un sport, c'est vraiment du mix entre du wake, du skate, du snow. C'est particulier. Il y a des compétitions aujourd'hui, par exemple, de officieuses. Il y a 2-3 vagues en France qui sont à peu près similaires à la nôtre, qui ouvrent à des contests, mais c'est rien d'officiel. Bon, Aurélien avait l'air très attentif en regardant ces images. Jamais testé le surf indoor? J'ai testé une fois en bodyboard, mais en surf, ça me plairait bien, ouais. C'est vraiment un sport qui me plaît beaucoup. Moi, je viendrai. Avec tous les endroits insolites où tu as posé les roues de vélo, est-ce que combiner ça avec une vague comme ça donne pourrait être un bon défi, ouais. Faut pas abîmer, c'est ce qu'on discutait, le liner, parce que ça risque de faire une coupure en plus, là. Ce serait peut-être pas cool pour eux. Non, oui, mais pourquoi pas. À discuter à la vague. Beaucoup de choses à faire, là. Okay. Si vous faites des images d'Aurélien sur son vélo au milieu de la vague, on est preneur. Alors, malgré les conseils d'Amandine, il y a quand même quelques chutes quand on se fie, on s'approche de cette vague et qu'on n'a pas l'expérience. C'est nos journalistes de Télé Grenoble qui avaient testé la vague au moment de son ouverture. Bon, ils sont revenus avec quelques bleus, mais je crois que ça les avait pas calmés. Non, on a un très bon taux de retour. Les gens sont vraiment contents de leur expérience à la vague et très souvent, ils reviennent rapidement avec des nouvelles personnes pour leur faire découvrir cette activité. C'est vraiment marrant et c'est très ludique. Plus que sportif. Eh ben voilà, avant l'été, si vous voulez tester. En fait, j'avais une question. Rassure-nous, parce qu'il coupe le film chaque fois qu'il tombe et il n'est pas aspiré, il ne ressort pas de l'autre côté. On n'a pas de fosse derrière la vague où les gens tombent dedans. Parce que je le vois monter et puis hop, ils sont broyés par le moteur. Tout le monde ressort de la vague en entier. Non, il y a une plateforme en haut où tu atterris en douceur quand tu tombes. Bon, il y a un site internet pour pouvoir réserver les créneaux. C'est de 15 à 30 euros suivant les formules qu'on choisit. Exactement. Et on a développé à la sortie du Covid en septembre la partie restauration pour rebondir, développer autre chose. Donc on peut manger à la vague aussi maintenant. Alors c'est un équipement unique en Isère, mais vous avez de la concurrence, Amandine. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette vague concurrente qui permet à certains surfeurs de faire un peu la même chose, mais dans d'autres conditions. Vous êtes déjà allé sur cette vague de l'Isère? J'y suis jamais allée, mais on a des clients qui nous en parlent régulièrement. Elle n'est pas facile apparemment quand même. Il faut avoir un petit niveau de maîtrise pour en profiter. Elle est réservée vraiment à des experts. Déjà, la qualité de l'eau n'est pas exactement la même. Là, on est sur l'Isère, à quelques kilomètres du pont de Brignoux, dans la vallée du Grésivaudan. On peut passer d'ailleurs sur les berges en vélo et parfois tomber sur ces surfeurs. Il n'y a que quelques semaines dans l'année où c'est praticable, en général au printemps avec la fonte des neiges, pour avoir suffisamment d'eau pour que cette vague se forme. Mais bon, quand on les voit, on a l'impression de voir des surfeurs sur une plage de la côte atlantique. Exactement. Non, c'est super sympa pour eux de pouvoir en profiter ici en Isère. Ouais. Voilà, c'est effectivement, comme pour le pont en vélo, réservé à des sportifs expérimentés. Là, les surfeurs qui vont là, ils maîtrisent leur discipline parce qu'il y a quand même du courant et puis un peu plus que les 5 cm de profondeur chez vous. Vous la connaissiez pas, cette vague, Aurélien? Non. Mais vu la couleur, je préfère aller à la vague. Ouais, mais là, il n'y a pas de problème pour le liner. Là, vous pouvez y aller sans problème, personne ne va rien vous dire. Et, bon, voilà. Bravo en tout cas pour la deuxième ou troisième vie de la vague. J'espère qu'il n'y aura plus d'aléas et que vous arriverez à trouver un compromis pour faire un défi intéressant entre Aurélien et la vague de Grenoble. On rentre les vélos, on rentre les planches et on va sortir l'harmonica. Notre rubrique culture avec Guy Dallène, qui est le président de l'harmonica du lac de Charavine, et Barfoutiano, donc musicien australo-grenoblois, on va le dire comme ça, dans ce sens-là. Ça me plaît bien, australo-grenoblois. Avec l'accent dauphinois, comme on s'en rend compte là. Ah oui, parce qu'on n'est pas des quand même. Bon, Barfoot qui joue de plusieurs instruments, mais qui a un petit faible quand même pour l'harmonica. Ah oui, c'est plus facile à cacher
quand quelqu'un arrive pour dire qui fait tout le bruit là. Donc, essaye de mettre une guitare dans ta poche et dire non, c'était pas moi. Non, Monica, c'est pas fait, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là pratique. C'est un instrument qui a été inventé il y a à peu près 2 siècles. On ne sait pas trop par qui, mais c'est ce que 1847. Voilà, les premières fabrications d'harmonica en Allemagne, faites par des horlogiers. Donc, qui avaient la technique de travailler avec les matériels premiers d'une façon très fine. Ça a été importé ensuite en Amérique, notamment éventuellement. C'était plus tard. C'était, en fait, oui, la compagnie Honor qui a trouvé le gros contrat avec les marines américaines. Et donc, il y a un harmonique qui s'appelle Marine Bond. C'était le coup de business du siècle. Donc, et oui, c'est l'instrument qu'on connaît. C'est un instrument qui est populaire chez nous. Est-ce que ça l'est aussi en Australie Oh, mais c'est populaire partout. Parce que c'est considéré pas comme un vrai instrument, mais comme un jouet. La légende prétend que c'est l'instrument le plus vendu au monde. Mais c'est une légende. Ouais, mais des fois, les légendes ont un fond de vérité. Oui, mais on aime les légendes. Bon, en plus, tout le monde enfin, je sais pas, Amandine et Aurélien, mais tout le monde a déjà eu un harmonica à souffler dedans. Enfin, c'est vrai qu'enfant, souvent, c'est un des premiers instruments qu'on est amené à toucher. Oui, mon grand-père en avait un, on s'amusait à souffler dedans. Ouais. La réalité, c'est que si vous dites, il y a 3 personnes, vous leur dites, je joue de l'harmonica, il y en a un qui va de toute façon réagir en disant, ah, l'harmonica. Ah oui, on ne dit pas de l'harmonica. Oui, ou de l'harmonica, mais il y a toujours quelqu'un qui va réagir positivement, systématiquement. C'est un instrument qui vous a attiré très vite, Yano, le musicien professionnel. Mais à l'époque, Yano n'était pas le musicien professionnel. J'avais 12 ans et j'ai commencé avec une trompette et on m'a mis un appareil dentaire. Et puis à une fête fin d'année de mon école, il y avait 2 gars qui jouaient. Un qui jouait la guitare et l'autre qui jouait à l'harmonica, qui jouait de l'harmonica chromatique et dont le son des deux m'a interpellé et j'ai commencé à jouer les deux. C'était le siècle dernier, on va dire. Bon, depuis, l'instrument a suivi votre carrière musicale. On le retrouve dans la plupart de vos clips sur scène. Vous ne le lâchez jamais. Hein. Mais depuis début des années 80, l'harmonica est en permanence dans ma poche. Sauf quand je vais à la plage. J'ai pas de poche. Parce que je suis en maillot. Oh, ça peut se glisser dans le maillot, là, à la plage. En plus, vous y allez en costume quand c'est la plage de Chartreuse. Non, ça, c'était le Vercors, lui. Ah, c'est le Vercors. Oui. Ah ouais, oui, effectivement. C'est le Vercors. J'aurais dû le voir tout de suite, à la qualité de l'eau. C'est la même couleur que le Chartreuse. Ça se ressent. Le vert. Ah non, je mélange avec le médicament. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, un instrument qui se marie bien avec beaucoup de styles de musique. Guy, c'est vrai qu'il n'a pas forcément une bonne presse auprès des puristes, des musiciens professionnels, on va dire. Quand on parle d'harmonica, très souvent à des musiciens ou des écoles de musique, c'est vrai que leur réaction, c'est de penser que c'est un jouet, que c'est pas un instrument de musique. Et pourtant, il y a des musiciens qui jouent de l'harmonica. Et nous, par exemple, dans l'association, c'est vrai que au départ, les gens ne connaissent pas le solfège, c'est vrai, mais avec notre méthode, ils finissent par quand même découvrir que la musique, c'est les notes et le rythme. Et donc, on essaye, d'ailleurs, avec l'aide de Yano, il vient nous aider de temps en temps, à découvrir le rythme, parce que c'est vrai que le rythme, c'est pas toujours inné, c'est pas toujours facile à garder le rythme. Et donc, il y a des techniques pour pouvoir l'intégrer. Et donc, en définitive, par rapport aux musiciens, on utilise les mêmes bases, les notes et le rythme. Pourquoi les écoles de musique ne proposent pas, en général, l'harmonica aux enfants ? Faut leur demander. Parce qu'ils ne trouvent pas de professeur. Et vu que ce n'est pas un instrument avec un parcours classique, il n'y a pas des méthodes qui sont standards. Et donc, pour l'harmonica, chaque professeur a sa méthode. Sa méthode, sa façon de faire. Donc, c'est très difficile à gérer. Alors, dans l'association,
nous avons développé une technique qui permet de... Alors, c'est l'argument que je donne à chaque fois, c'est de dire qu'en quelques semaines, quelqu'un qui n'a jamais soufflé dans un harmonica, qui ne connaît pas du tout le solfège, en quelques semaines peut jouer des country du type Prairie Blues, sachant que les country, elles se ressemblent beaucoup les unes des autres. Et puis, comme la méthode qu'on utilise, c'est justement de passer à des vitesses variables, progressives, une partition et dessous la tablature. Alors la tablature, c'est quoi ? Eh ben, c'est tout simplement le numéro de la note sur l'harmonica. Puisque sur son harmonica, il y a au-dessus de chaque trou un numéro, de 1 à 10 pour ce qui concerne son harmonica. Et donc, en fait, on fait défiler les numéros comme si c'était des notes, quoi. Hein. Ce qui fait qu'on intègre... Et la direction de l'aspiration. Ah oui, alors on met un signe soit on plus... souffle, soit on aspire. Voilà, on met un signe plus ou moins. Ou quelqu'un... Alors lui, toi, c'est avec les flèches, toi, hein. Non. Non, c'est pas toi. Non, il y a plusieurs tablatures. C'est pour ça, chacun a sa méthode. C'est pour ça, voilà. Oui, voilà. Mais par contre, le principe, c'est toujours le même, c'est-à-dire en fait, de suivre les chiffres. Et puis après, c'est d'arriver à bien l'associer avec le rythme. Il y a 10 chiffres, c'est ça, 10, pour le sien, 10 oui. notes sur un harmonica classique. Il y a 10 trous. 10 trous. On peut faire beaucoup plus. L'harmonica à 10 trous a potentiellement la même tessiture, gamme d'une flûte traversière, pour dire 3 octaves. Après, c'est le souffle qui va faire la différence. C'est la technique. Il y a des techniques pour sortir des notes qui ne sont pas données. Il y a des techniques pour sortir des notes, d'autres notes que je vais dire sont cachées. Donc, sans rentrer dans l'explication de tout ça, mais il y a 3 octaves chromatiques qui sont potentiellement disponibles. Dans un petit instrument comme celui-là. Moi, je n'ai pas cette capacité de sortir tout ça. Alors, il y a une fédération française des amateurs d'harmonica qui organise chaque année un concours national, une sorte de championnat de France. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et ben, cette année, il sera chez nous, ou chez vous plutôt, en Isère, à Charavine. À Charavine, au bord du lac de Paladru. C'est un événement qui va se dérouler pendant 2 jours, avec, j'imagine, beaucoup d'harmonicistes qui vont venir participer à ce concours national. Alors, déjà, le caractère national, c'est que la fédération, en effet, organise tous les 2 ans donc, une rencontre entre les amateurs. Donc ça, c'est le concours national. Et la fédération, donc, sachant que nous avions créé une association à Charavine, et qui est d'ailleurs, qui a beaucoup de membres dynamiques, dont Yano a été un des premiers, fait que quand ils nous ont vus, ils nous ont dit tiens, ce serait une bonne idée que vous organisiez le festival. Alors, il y a en effet pas mal de monde qui vient, puisqu'on aura 55 musiciens, amateurs ou professionnels. On va avoir des stages parce que tous les professionnels qui viennent vont transmettre leur savoir sous forme de stage de 4 heures et on va avoir à peu près une quarantaine de stagiaires qui vont suivre les stages entre 9h et 13h. Ensuite, il y aura des scènes ouvertes. Ensuite, il y aura les concerts à partir de 18h jusqu'à point d'heure. Et là, on sait pas où ça s'arrête. Le genre d'harmonica est endurant. Faut prendre des et donc, forces. On attend beaucoup de monde. La seule indication qu'on n'a pas, c'est naturellement le nombre de festivaliers qui viendront assister au concert. Alors, sachant que sur les concerts, on va avoir... attendez, je les ai plus en tête parce que j'ai pas mes notes là, puis forcément ma mémoire me défaille. C'est que il va y avoir, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le vendredi, 5 pour le samedi. Il doit y avoir à peu près une douzaine de groupes différents dans des styles différents. Par exemple, le samedi, on va avoir un groupe de musique celtique. Alors, on parlait de musiciens tout à l'heure, qui nous vient du Conservatoire de musique de Bourgoin. Ce sont un groupe d'amateurs de musique celtique. Alors, dans tous les cas, il y a toujours une signature, c'est l'harmonica. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'autres instruments, mais par contre, il y aura systématiquement un harmonica, à l'accompagnement, au solo, etc. Et donc, on aura aussi de la country, on aura aussi du blues, du rock, de la variété, on aura aussi du musette. Et alors, un truc, moi, je pense assez génial. Je pense que vous en avez rarement entendu, mais c'est de la musique latino à l'harmonica. Ah ouais.
joué par le groupe. Entendu, effectivement, mais... Par le groupe Stéphane Lédé. Alors là, je vous dis pas, c'est sublime. Donc ça, c'est les concerts du samedi et du vendredi dimanche. et du samedi. Du vendredi et du samedi. Oui, parce qu'après, le lendemain, on peut aller voir le vélo. Ouais, alors là, Yano sera évidemment sur scène pendant ce festival. A priori, je serai habillé au moins aussi bien que ce qu'on voit là. Et avec la guitare, parce que c'est vrai que le meilleur ami de l'harmonica, c'est la guitare, souvent, sur scène. Hein. Ah oui, oui. Pour pas dire que les guitaristes aiment toujours les harmonicistes. Moi, je serais tenté de dire que l'harmonica, il a ça d'intéressant, c'est que c'est un harmonica, un instrument fédérateur. Un harmonica tout seul, il y a très peu de gens, puis je dirais que passer une soirée, tu es d'accord avec moi, Yano? Passer une soirée à écouter de l'harmonica, ça peut être un petit peu fatigant. Hein, alors qu'un harmonica, il est très fédérateur, c'est-à-dire qu'on va avoir tout de suite envie, avec un harmonica, d'accompagner du chant, d'être accompagné par la guitare, de la flûte et de l'accordéon. Donc c'est un instrument qui est destiné au groupe. Alors pour les gens de mon âge, c'est naturellement les Boy Scouts et le feu de camp, hein, Albert Resner éventuellement. Mais comment dire, l'idée de l'harmonica, c'est quand même d'avoir du monde. Ouais, de fédérer. On n'a pas de feu de camp, Yano, mais vous êtes venu avec votre harmonica à 10 trous. Non, je me rendais compte tout à l'heure, je lui montrais l'instrument, mais c'était évident, ça approchait. On le voit mieux là, avec des pochettes spéciales Yano. Hein. Ah oui. Ah, ouais. C'est spécial. Hein. Ouais, non, mais quand on c'est un carcan australien. Moi, c'est pas non, on ne peut pas dire ce genre de choses. Allez, on imagine le feu de camp là. On va se fédérer quelques instants. Oui, donc... Bravo. On y était là dans l'ambiance. Et puis avec les bruits de bouche en parallèle du souffle, c'est fort. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. C'est vrai? Oui. Alors je le dis. Il se trouve que le festival, il va être fait là, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'un certain nombre d'élus notamment ont cru en notre projet. C'est-à-dire que par exemple le Conseil général, avec Jean-Pierre Barbier et un certain nombre de ses élus, mais aussi la municipalité de Charavine, avec son maire Bruno Guyot-Bataille, et puis aussi quelques communes autour du Montferrat, etc. Et on est vraiment soutenu. Et une précision supplémentaire, il y a 2 ans, en 2020, quand on a créé l'association, on était une douzaine, aujourd'hui on est une quarantaine. Eh ben voilà, ça va encore grossir après cet événement. J'en suis sûr, il y a le programme complet sur votre site internet, donc c'est le 20 et 21 mai. Il y aura aussi des animations pour les gens qui ne veulent pas jouer d'harmonica, il y a notamment de l'œnologie pour les amateurs de vin, et puis le lac de Paladruc, de toute façon, c'est une animation à lui tout seul. Merci Yano pour ce petit live. Vu que vous êtes là, je voulais vous demander votre avis quand même sur votre ancien copain des Mountain Men. Matt, vous avez été en duo pendant des années. Vous avez dû voir qu'il était en ce moment sur TF1 dans la célèbre émission The Voice. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai entendu parler. En fait, j'ai passé 2h30 avec lui hier. Il passait à la maison, mais on a bu le café et puis c'était midi et on a mangé ensemble. Donc il m'a raconté plein d'histoires. Oui, c'est super. Oui, je connais cette chanson. Il a réussi à séduire le jury de TF1. Alors, il n'a pas forcément le profil à la base pour aller dans ce type d'émission, le bluesman de Chartreuse, mais finalement, il fait sa place. Hein. Oui, il ouvre l'émission comme il y a des séries. Il y en a quelque chose pour tout le monde. Donc, ça attire l'audimat, c'est ce qui est important.
Et ben voilà, on espère qu'il ira loin. Vous étiez pendant de longues années tous les deux sur scène. Maintenant, vous avez chacun votre route. Il a gagné le semaine dernière. Il a gagné. Il est qualifié, avec, mais l'émission, ça dure pendant des semaines. C'était fin. Ils font le Johnny en plus. Ils font le buzz pendant des semaines et à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur. On espère que ce sera Matt, en tout cas. Et puis, je précise, vous avez aussi un album qui vient de sortir il y a quelques semaines. Hein. Moi? Ouais. Ah oui. Ben, il n'est pas dedans, mais tout dedans, j'ai dû le faire tout seul comme un grand avec mon bassiste et mon batteur. Et bien quand c'est un album live, donc live pour dire vivante, parce que c'est la musique vivante que je préfère, moi. Donc il y a 13 titres et il est très bien. Eh ben voilà, donc, je conseille à tout le monde. On le conseille, Somewhere in France. Oui, ce qui veut dire quelque part en France. Ouais. Ouais, donc c'est important de traduire. Mon niveau d'anglais me permettait de traduire au moins ce titre-là. Merci en tout cas à tous les quatre. Bonne continuation dans vos aventures. Le 22, c'est les H de la Bastille. Et juste avant, pour se mettre en forme, 20 et 21, le Festival d'harmonica, championnat de France de la discipline. Allez, nous on se retrouve très vite pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.